Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la figure de l'homme d'honneur qui est l'objet de notre réflexion. Alors, au premier abord, l'homme d'honneur est un homme ou une femme honnête, qui ne transige pas avec les règles de la probité. Et par conséquent, l'homme d'honneur nous apparaît d'emblée comme une figure morale. Et cette première approche de l'homme d'honneur suscite immédiatement une difficulté. Et cette difficulté, nous pouvons la mettre au jour à partir des analyses très éclairantes que Mandeville nous propose dans la fable des abeilles. Lorsque Mandeville analyse l'honneur, il fait remarquer que l'homme d'honneur, dans le fond, ne fait rien dont il puisse rougir devant autrui. Cela signifie que l'homme d'honneur craint la honte. La honte, c'est-à-dire le regard de l'autre qui pourrait ne pas être à la hauteur où l'on s'estime soi-même. Craindre la honte, c'est craindre un regard méprisant à son égard. Craindre la honte, c'est craindre de déchoir au regard de l'autre. Par conséquent, l'homme d'honneur est un homme qui est mu par une passion, ici la crainte de la honte. Or, la honte elle-même ne peut être éprouvée que sur la base d'une certaine représentation de son être. Et plus cet être est représenté de manière disproportionnée, plus je me représente au-dessus de ce que je suis réellement, plus la honte produit sur moi un effet puissant, et plus l'honneur m'apparaît alors puissant lui-même. Plus le sentiment de l'honneur possède une force. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en dernière instance, l'honneur s'enracine dans l'orgueil. L'orgueil, c'est la trop bonne opinion que l'on a de soi. L'orgueil ne consiste pas tant à se placer au-dessus des autres qu'à s'estimer au-dessus de ce que l'on est réellement. Être orgueilleux, c'est se représenter son être de manière non conforme à ce que son être est réellement. C'est se placer au-dessus de ce que l'on est réellement. Par conséquent, être orgueilleux, c'est s'estimer soi-même au point de craindre le regard de l'autre qui, précisément, pourrait conduire à mettre en question cette représentation que l'on a de soi. Mandeville a cette formule « l'honneur est le fils de la vanité ». L'honneur est le fils de la vanité. Sans vanité, il n'y a pas d'honneur. On comprend alors que l'honneur n'est pas en lui-même une vertu au sens moral du terme. On comprend alors qu'il ne suffit pas d'être un homme d'honneur pour incarner une figure qui est celle d'un homme ou d'une femme portée par la moralité. Alors, d'accord, l'honneur et la moralité ne sont peut-être pas liés, mais au moins peut-on penser que l'honneur est favorable à l'harmonie sociale. En effet, l'homme d'honneur est celui qui ne fait rien dont il puisse rougir sous le regard de l'autre. Donc cet homme-là est porté à agir conformément aux exigences d'une moralité reconnue par la société. Par conséquent, l'honneur ici apparaît, et c'est l'analyse de Mandeville, comme ce qui est le ferment d'un lien social solide, d'un lien social ferme, assuré. Et oui, mais là on se heurte à une autre difficulté, et cette autre difficulté, c'est Rousseau qui la met au jour dans le discours sur l'inégalité. Rousseau reprend l'analyse de Mandeville. Il reconnaît, avec Mandeville, que l'honneur trouve sa racine dans l'orgueil, ce que Rousseau appelle l'amour-propre. L'amour-propre, c'est-à-dire l'amour pour ce que j'ai en propre. Il y a dans l'amour-propre une représentation de son être qui est disproportionnée. Être mu par l'amour-propre, c'est se placer dans ses représentations au-dessus de ce que l'on est réellement. Donc, Rousseau, comme Mandeville, soutient que l'honneur trouve sa racine dans l'orgueil. Bon. Mais ce que Rousseau fait remarquer de manière fort judicieuse, c'est que l'homme d'honneur est très sensible à l'outrage. Il se sent outragé dès lors qu'atteinte est portée à son honneur. Et par conséquent, lorsqu'à ses yeux un outrage est effectué, lorsque atteinte est portée à son honneur, il va demander une réparation. Et il va demander une réparation proportionnée au cas qu'il fait de lui. Mais
nous avons reconnu que l'honneur s'enracine dans l'orgueil ou dans l'amour-propre, et nous avons admis que l'amour-propre ou l'orgueil étaient des passions. L'orgueil est une passion qui nous porte à nous surévaluer, à nous placer au-dessus de ce que l'on est réellement. Par conséquent, puisque l'homme d'honneur est mu par l'orgueil, lorsqu'il est confronté à l'outrage et qu'il va demander une réparation, il va demander une réparation proportionnée au cas qu'il fait de lui, c'est-à-dire, au fond, une réparation disproportionnée. Il va demander une réparation qui ira au-delà de ce que la raison commande. On pensera ici à la société aristocratique de l'Ancien Régime qui pratiquait le duel dès lors que atteinte était portée à l'honneur de quelqu'un. Très rapidement, la réparation demandée est disproportionnée et par conséquent, on voit que l'honneur non seulement n'est pas en lui-même une valeur morale, l'honneur n'est pas en lui-même un sentiment à teneur morale, puisque c'est l'orgueil qui en est dans le fond la racine, mais on voit également que l'honneur ne saurait, contrairement à ce que soutient Mandeville, assurer un lien social véritablement solide. Puisqu'au contraire, l'honneur rend cruel. L'honneur rend insensible à l'autre. Puisque c'est l'orgueil, c'est la passion, ici la passion orgueilleuse, c'est l'amour-propre qui est son moteur. Donc, lorsque Mandeville soutient que le vice privé, ici l'orgueil, concourt au bien public, c'est-à-dire l'honneur, il s'égare. L'analyse de Rousseau, c'est que le vice privé, ici l'orgueil, concourt au vice public, concourt à détruire le lien social. Et, en raisonnant ainsi, nous retrouvons les très belles analyses que Platon nous propose dans la République, puisque, après avoir envisagé la République idéale, Platon évoque sa dégradation. Et en évoquant sa dégradation, il envisage une première étape de cette dégradation à partir de la figure de l'homme d'honneur, dans le fond. Imaginons que le gardien de la cité, celui qui est chargé d'en assurer la sécurité, prenne le pouvoir. Imaginons donc que la République tombe entre les mains de militaires. C'est l'honneur militaire, dès lors, qui deviendrait, dans cette hypothèse-là, le ressort du gouvernement. Mais si c'est l'honneur militaire qui devient le ressort du gouvernement, alors la rivalité et l'ambition s'abattent sur la cité et immédiatement, c'est la République elle-même qui est dégradée. Il y a dans le pouvoir de l'honneur quelque chose qui est une étape d'une dégradation de la République qui ne peut que conduire à la mort du corps politique, la dernière étape de cette dégradation étant en définitive la tyrannie. Voilà. Et donc là, la philosophie nous invite à nous interroger très précisément sur l'honneur en des termes qui nous mettent en garde contre l'apparence. L'honneur, au premier abord, est une vertu. Au premier abord, il y a dans le sentiment de l'honneur quelque chose qui est à la fois moral et conforme aux exigences de la vie sociale, quelque chose qui est favorable à la constitution d'une harmonie sociale. Mais la moralité véritable n'est pas de ce côté-là. Ça n'est pas du côté des passions qui divisent le moi. Ça n'est pas du côté de la passion orgueilleuse qu'on peut espérer quelque chose qui soit de l'ordre de la moralité et quelque chose qui soit de l'ordre d'un lien social véritable, conforme aux intérêts de tous au cœur de la République. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.